Ce que nous voyons ici, c'est un véritable héros de guerre. Alors, l'avez-vous déjà reconnu ? Plus d'informations dans le rapport de situation. Le 1er juin 2026, nous sommes au 5e. 5e année et au jour 99 depuis le début de l'invasion à grande échelle. Soyez les bienvenus, je vous souhaite la bienvenue dans ce point de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner des choses intéressantes. D'une part, des attaques contre des bases importantes. Nous verrons aussi comment un quartier général a été attaqué. Et nous verrons comment le F-16 survole l'Ukraine et accomplit une mission importante. Et bien d'autres choses encore. Avant tout, excusez-moi, j'ai une forte angine. Je voulais streamer hier, mais j'ai dû reporter. Et aujourd'hui, ce n'était pas possible non plus. J'ai du mal à respirer, donc j'enregistre la vidéo ainsi et je couperai ensuite les pauses pour respirer, ce qui ne serait pas possible en direct. Pour éviter que le stream ne dure 4 ou 5 heures, ce que je ne veux pas, il y a maintenant une vidéo. Hier, j'ai aussi mentionné à la fin de la vidéo qu'un petit remerciement s'imposait, mais en fait, on devrait dire ça au début. Donc merci encore une fois. Pour avoir dépassé les 400 membres de la chaîne la semaine dernière. Vous tous et quelques publicités occasionnelles sont la raison pour laquelle je n'ai pas besoin d'afficher autant de publicités ici, comme le font d'autres. Je ne suis pas aussi avare d'argent que d'autres, je fais souvent des dons et j'investis, notamment en réinvestissant dans la chaîne, mais certains coûts ne sont couverts que grâce à votre aide. Sinon, je devrais afficher plus de publicités, ce que je ne souhaite pas. Merci aussi pour plus de 74 000 abonnés, et bien sûr à la meilleure communauté dans l'espace OSINT germanophone. Et je pense qu'aucun autre reporter n'a cela. Comme toujours, toute mon affection va à l'Algo Crew. Jetons un œil au rapport. Des chaînes russes rapportent une attaque ukrainienne réussie contre la base de la 126e brigade russe à Perevalne, en Crimée. D'après ces informations, une caserne et une cantine de l'unité ont été frappées par 2 missiles et 2 drones à réaction. Point très intéressant, des drones à réaction du côté ukrainien. Je vous ai déjà parlé de ces drones. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires laquelle d'entre elles cela aurait réellement pu être. La frappe contre une cantine est également très intéressant, oui, car cette attaque a eu lieu à l'heure du déjeuner. Et à l'heure du déjeuner, la plupart des gens se trouvent justement en train de déjeuner à la cantine. Cela veut dire que ce n'est pas un tir accidentel ou quelque chose qui a raté sa cible, entre guillemets. D'après les informations qui circulent jusqu'à présent, 15 soldats russes auraient été tués et 26 autres blessés. C'est l'un des sites militaires majeurs de Crimée, servant depuis des années de base pour le stationnement et la formation des troupes russes. Les frappes sur les logements et bâtiments de ravitaillement posent de problèmes car elles affectent le matériel et le personnel. Il est également remarquable que la combinaison des armes utilisées, missiles et drones employés simultanément, complique considérablement la défense car il faut lutter contre différentes menaces en même temps. Et cela dans une zone où les Ukrainiens ont récemment affaibli fortement la défense aérienne. Ce n'est sûrement pas un hasard. Pour la Russie, la Crimée devient un espace où même les grandes installations militaires ne sont plus considérées comme sûres. En réalité, elles n'étaient déjà plus sûres avant l'attaque au Storm Shadow sur le QG de la flotte de la mer Noire. Auparavant, les attaques visaient surtout aérodromes et défense aérienne, mais désormais les casernes, les centres logistiques et les logements de troupes sont de plus en plus souvent pris pour cible. Restons sur la Crimée. En Crimée, la pénurie de carburant devient très marquée. Des sources russes évoquent de gros problèmes logistiques et de longues files se forment aux stations-service. Beaucoup d'habitants tentent encore de faire le plein avant la rupture des stocks. Parfois, l'essence n'est donnée que sur présentation de tickets de carburant, ou selon des restrictions fixes. Ces images rappellent les pénuries d'approvisionnement passées que la Russie pensait pourtant avoir déjà surmontées depuis longtemps. Le contexte est peu surprenant. Depuis des semaines, les Ukrainiens ciblent dépôts de carburant, raffineries, camions-citernes et routes d'approvisionnement vers la Crimée. En parallèle, le pont terrestre à travers les territoires occupés subit une pression croissante. Les attaques se multiplient entre Mariupol, Mélitopol et la Crimée. Nous avons vu ces derniers jours que nous sommes ici quelque part, entre 300 et 500 véhicules détruits par jour. Il y a peu, on affirmait que l'approvisionnement était garanti et que les attaques n'avaient pas d'impact notable. Aujourd'hui, les automobilistes font la queue pendant des heures dans leur voiture aux stations-service en espérant qu'il reste encore du carburant disponible. Et rien que cela en dit long sur la situation. Devinez quelle est la justification officielle donnée à Moscou ces jours-ci. Ce ne sont ni les soldats russes incapables d'arrêter les drones, ni les drones ukrainiens qui sont responsables de la pénurie de carburant, mais, je cite, « des travaux de réparation imprévus dans de nombreuses raffineries en même temps ». Je trouve toujours intéressant qu'ils attribuent une incompétence extrême à leurs propres gens, au lieu d'admettre qu'ils ne sont pas capables d'arrêter les drones ou qu'il y a tout simplement beaucoup de drones.
Les drones ukrainiens à moyenne portée ne se limitent apparemment plus à des cibles situées dans les territoires occupés. De nouvelles images montrent des attaques contre des camions russes près de Taganrog, dans la région de Rostov, donc avant même qu'ils n'entrent dans les territoires ukrainiens occupés. La chasse à la logistique russe dépasse désormais la ligne de front, alors qu'elle ciblait avant tout les routes d'approvisionnement entre Donetsk, Mariupol, Melitopol et la Crimée. Désormais, des routes situées sur le territoire russe, qui mènent directement à cet axe logistique, sont également sous pression. La dimension technique est également particulièrement intéressante. Selon la source, les drones opèrent sans Starlink, puisque ce système n'est pas disponible en Russie. Pourtant, ils repèrent et attaquent des cibles loin de la frontière. Pour la logistique russe, cela signifie une extension de la zone de danger. La menace ne commence donc pas sur les routes à travers les territoires occupés, mais déjà sur les voies d'accès menant à ces zones. C'est pourquoi les chauffeurs russes utilisent maintenant aussi les routes secondaires et les itinéraires de contournement, mais avec peu de succès. De nouvelles images montrent un F-16 ukrainien abattant un missile de croisière russe Kh-101 lors d'une attaque aérienne. Ce qui est particulièrement frappant, c'est l'altitude de vol du missile. Le Kh-101 vole à seulement quelques mètres au-dessus du sol, essayant ainsi d'échapper le plus longtemps possible aux radars et aux systèmes de défense aérienne, et c'est exactement pour cela qu'il a été conçu. Plutôt que de voler en haute altitude comme un missile balistique, elle se dissimule en suivant le relief, les vallées, les forêts et d'autres éléments du paysage. Cela complique la détection et réduit fortement le temps de réaction des défenseurs. L'abattage est d'autant plus remarquable qu'un missile de croisière volant très bas offre une très courte fenêtre pour l'acquisition et la neutralisation de la cible. Les images illustrent de façon frappante l'intégration des avions de combat occidentaux dans la défense aérienne ukrainienne. Alors que la Russie continue d'utiliser de grandes quantités de missiles de croisière et de drones, les F-16 assument de plus en plus le rôle d'intercepteurs mobiles, capables d'intervenir là où les systèmes de défense aérienne au sol n'ont qu'une visibilité ou une portée limitée. Dans la guerre, il y a toujours des histoires de héros. Cela a toujours été ainsi, cela a été le cas dans chaque guerre. La plupart du temps, il s'agit de personnes ayant accompli des actes exceptionnels dans leur service, et souvent mortes en martyrs lors de ces missions. Mais aujourd'hui, ce n'était pas un homme, mais un petit lièvre ukrainien qui, sans hésiter, s'est jeté sur un drone de chasse russe en embuscade et l'a fait exploser. Ce drone ne pourra désormais plus mettre en danger qui que ce soit, et tout cela grâce à un lièvre dont la cible potentielle n'entendra probablement jamais parler. Imaginez un instant que vous appreniez après coup qu'un lièvre vous avait peut-être sauvé la vie. Hier, nous avons déjà parlé du camouflage zébré inhabituel sur les véhicules militaires russes. Il s'agissait notamment d'un camion évoquant le camouflage Desert Dazzle de la Première Guerre mondiale. Par ailleurs, de plus en plus de photos de ces véhicules circulent. Les unités russes peignent de plus en plus les camions avec des bandes blanches et des motifs contrastés. L'idée derrière cela est que les drones ukrainiens et leur système de reconnaissance d'images devraient avoir du mal à identifier clairement les contours des véhicules. Même l'opérateur devrait être désorienté, comme on peut le voir clairement ici. Ce concept n'est pas nouveau, des motifs similaires existaient déjà sur des navires pendant la Première Guerre mondiale. À l'époque, il ne s'agissait pas de rendre un navire invisible, mais de compliquer l'estimation de sa trajectoire, distance et vitesse par l'ennemi. En mer, tout cela ne fonctionne qu'à moitié. Cependant, selon moi, cette méthode ne donnera pas de bons résultats au milieu des arbres et des jeunes plantations, face à une caméra thermique moderne. Il n'est plus nécessaire de calculer l'avance. Le pilote peut voler autour du camion, attaquer à la vitesse qu'il veut. Il n'a pas besoin de calculer un angle d'avance. Je pense moi-même que pour un drone assisté par IA, donc si l'on veut perturber ici des systèmes assistés par IA, tout cela n'aura qu'un effet limité, car ce genre de choses s'apprend très rapidement. Je pense que si un drone qui vole vraiment avec l'aide de l'IA a eu une bonne base de données pour l'apprentissage, il pourra toujours le reconnaître. Il est intéressant de noter que la Russie doit désormais agir ainsi, preuve de l'importance croissante des drones ukrainiens sur le champ de bataille. Si des véhicules militaires doivent être protégés contre la reconnaissance IA avec des motifs en dents de scie de la Première Guerre mondiale, c'est une phase technologique très inhabituelle de la guerre. De nouvelles images montrent le lancement des drones FP-FP1 et FP-FP2 depuis un simple camion semi-remorque. Le concept est étonnamment simple. Le camion se rend au point de lancement prévu, la bâche est retirée, la rampe de lancement est déployée, puis le drone est lancé. Et quelques minutes plus tard, le véhicule a déjà disparu. Une seule remorque peut transporter jusqu'à 3 drones. Chacun d'eux transporte une ogive d'environ 50 kg. C'est pourquoi les attaques ukrainiennes atteignent désormais plus profondément le territoire russe. Si les drones ne dépendent plus de sites de lancement fixes ou d'aérodromes, il devient incroyablement difficile de les localiser.
Et c'est une information intéressante car aujourd'hui marque exactement 1 an. L'opération Toile d'araignée. Les Ukrainiens transportaient de petits drones dans des conteneurs, les déchargeaient sur des parkings, puis attaquaient la flotte de bombardiers stratégiques russes avec ces drones. En principe, presque n'importe quel parking approprié, chemin de campagne ou zone industrielle peut rapidement devenir un point de départ. Cela crée un problème supplémentaire pour la Russie dans la défense de son propre arrière-pays. Au lieu de surveiller de près les bases près du front, la zone de lancement possible s'élargit fortement. Ces systèmes de lancement mobile expliquent pourquoi les drones ukrainiens frappent désormais chaque morale et au-delà. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne, à l'Algoku, ainsi qu'au lieutenant-colonel Renek et au défenseur Mayerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.